Allez, allez, on se dépêche les amis, ça va bientôt commencer. On s'assoit et on éteint ses téléphones, s'il vous plaît. Guillaume et Fouad, il est l'heure magique. Let's play ball. Salut les amis, salut mon Guillaume. Salut mon Fouad. Alors aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle série, Les rois sans couronne. Alors mon Guillaume, qu'est-ce qu'on entend par roi sans couronne? Les rois sans couronne, c'est les rois c'est les réalisateurs qui ont conquis des royaumes sans jamais être couronnés pour leur conquête. C'est ces cinéastes dont vous connaissez les films, vous avez probablement vu 500 milliards de fois en VHS, DVD, au cinéma chez compagnie. Mais pour autant, c'est les films que vous n'associez pas à une signature visuelle forte, vous n'associez pas ça à une personnalité artistique particulière. Vous connaissez sûrement le nom du réal, mais pour vous, le nom du film prime toujours beaucoup plus que le nom du réalisateur. En haut, il y a les grands tauliers, les grands créateurs de Voilà. formes. En bas, les tâcherons. Coucou Brett Ratner. Mais au milieu, il y a ce qu'on appelle les artisans, les faiseurs, entre guillemets, c'est-à-dire des réalisateurs chevronnés, compétents, passionnés, qui font leur métier avec amour. Alors aujourd'hui, pour inaugurer cette série à tout seigneur, tout honneur, Richard Donner. Oh my God! This is the ultimate. Oh my God! This is from Shiva on TV's bloopers and blunders. Oh my Say hi. God! Yes, hi. This is Say hi to TV's from bloopers. Richard Donner, mon ami, oncle Dick, comme j'aime à l'appeler affectueusement, c'est le profil idéal pour démarrer cette série. Un cinéaste immense, une énorme carrière, un homme qui a eu 1000 vies, qui a eu 2 grosses carrières, d'une part à la télévision, puis au cinéma. Guillaume, pour toi, c'est quoi Richard Donner? Richard Donner. Richard Donner, c'est comme un tonton gâteau que tu apprends à connaître en vieillissant. Tu sais. Et Mmh, tu réalises ouais. il a une vie plus riche et plus complexe que celle que tu imaginais. Pour moi, Richard Donner, c'est d'abord une voix de stentor qui fait trembler les murs. Would I do it again? There's a good chance this time I'd break my rule because it would be just another 12 weeks of fun. Okay. I bet we'll be talking again maybe in a year or two. Une voix extraordinaire. Et c'est également un cinéaste qui a, bien évidemment, marqué au fer rouge le cinéma américain de ces 40 dernières années, à un point tel qu'aujourd'hui, Hollywood continue à payer son tribut, à payer sa dette à Richard Donner. Et donc, on va évoquer ensemble sa carrière à travers 3 parties. Tout d'abord, Richard Donner et la télévision. On va s'attarder un peu sur qui était Richard Donner, le réalisateur de télévision. On va enchaîner ensuite avec le créateur d'icônes que vous connaissez tous, L'Arme fatale, Superman, Damien la malédiction, et on terminera avec un autre visage du cinéaste, un visage qui n'a pas pu montrer comme il le voulait, avec lequel il n'a pas rencontré le public, un Richard Donner éminemment romantique. Alors tout d'abord, une petite biographie de Richard Donner. Qui était-il? Alors Richard Donner est né en 1930 dans l'État de New York. Son papa est marchand de meubles, sa mère l'élève lui ainsi que sa sœur cadette Joanne. Et Richard Donner était un enfant, on dirait de lui aujourd'hui qu'il était un enfant TDA. Il D'accord. souffrait de troubles de l'attention, c'était une pile électrique qui tenait jamais en place. Il faisait plein de conneries. Un enfant turbulent. Proche de Martha Riggs de ce fait. Absolument, ouais, c'est Ouais, bien vu ça, ça, on va et regarder ouais, ça. Ouais. un peu le tempérament de Martin Riggs. Il a une enfance plutôt heureuse, paisible, et chemin faisant, c'est par l'entremise d'un oncle qui va mettre le pied dans le théâtre expérimental, californien, et il rencontrera notamment, un metteur en scène, Martin Ritt, qui sera son parrain. Martin Ritt, excuse-moi, je me prépare. Alors Martin, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce grand réalisateur, il a notamment réalisé un grand film avec Paul Newman. Plus non, deux grands films avec Paul Newman. Là, c'est le plus sauvage d'entre tous, en fait, qui est un
un faux western en fait qui se passe au Texas ou dans ce genre d'endroit où D'accord. Newman est effectivement joue un rôle de sauvage finalement et Hombre en fait où Newman joue une sorte de cow-boy, un jeune blanc pardon qui était élevé par les Apaches. Et bref, c'est deux films que je vous encourage vivement à regarder si vous les avez pas encore vus parce que c'est des petites pépites. Voilà. Richard Donner, il a démarré en tant qu'acteur. Ouais. C'est comme cela qu'il a démarré dans le métier, parce que, il faut le dire, hein, Richard Il était, Donner, c'était un beau gosse, il était beau gosse rapidique, ouais. c'était un sacré beau gosse. Et Martin Ritt n'arrivait pas à diriger Richard Donner, à tel point que c'est Martin Ritt qui a dit à Richard Donner, écoute, tu es incapable de suivre des directives, pourquoi tu ne deviendrais pas réalisateur? Petit à petit, chemin faisant, il va mettre le pied à la télévision et il va embrayer au début des années 60 une très foisonnante carrière à la télévision où il réalisera des épisodes majeurs de séries télé. Alors, pour ne citer que celles que l'on connaît ici en France, Au nom de la loi, avec Steve McQueen, Max la menace, Les mystères de l'Ouest, La quatrième dimension, plusieurs épisodes, Kojak Mhm. et Les rues de Fouad, San Francisco. Fouad Savalas. La période des années 60, comme tu dis, c'était l'explosion de la télévision dans les foyers américains. Quelque part, c'est très différent, mais aujourd'hui, on a une deuxième explosion similaire avec Netflix et compagnie, et ça Exactement. permet à énormément de réalisateurs de se faire la main. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore vu émerger, je pense, aujourd'hui, de véritables génies issus de la télévision, mais à l'époque, vous avez Ciné Lumet et puis Ciné Richard Donner et plein de mecs comme ça qui se sont formés là-bas, et qui, du coup, on a tiré une sensibilité qu'elle soit même esthétique ou même philosophique ou thématique, appelez ça comme vous voulez, qui a complètement influé non seulement leur œuvre, mais aussi tout le cinéma hollywoodien des années 60-70, et notamment le nouvel Hollywood. Voilà. William Friedkin aussi avait commencé à la télévision. Friedkin, John Frankenheimer également. Ouais, exactement. Toutes ces générations-là qui est née dans les années 30. Et effectivement, Richard Donner, tu fais bien de le préciser, fait partie de ce bain-là, de cette génération-là, celle qui va précéder la génération qu'on a appelée les movie brats, c'est-à-dire les rats de cinéma, hein, les fans de films, hein, Zemeckis, Joe Dante, Steven Spielberg. Et ce qui est important de préciser avec cette génération-là, c'est que, comme tu le disais très justement, Guillaume, c'est que dans les années 30, les années 40, il n'y avait pas de télévision dans les foyers, il y avait la radio. Et la radio faisait office de télévision. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? C'est que cette génération-là, celle de Richard Donner, n'a pas bouffé des films, Non. n'a pas bouffé des séries télé, des cartoons pendant son enfance. Non. Ce qui fait que ça change tout de la manière dont cette génération a appréhendé le médium cinéma. À la différence des movie brats qui ont bouffé des kilomètres et des kilomètres d'images du matin au soir pendant leur enfance et qui, eux, ont appréhendé le médium cinéma dans un rapport quasiment fétichiste en voulant reproduire les images qu'ils aiment. Tu as raison d'insister sur la thématique de la radio parce que la radio, c'est quand même c'était un outil extrêmement puissant. C'était Orson Welles, je crois, qui avait fait croire à une invasion extraterrestre. La guerre des mondes. La guerre des mondes, ouais, il avait fait croire en direct. Fait, ouais. Et du coup, ça avait un rôle extrêmement puissant dans les foyers et surtout dans l'imaginaire des gamins qui se nourrissaient à ça. Donc en fait, c'est même pas le même rapport à l'imaginaire en fait quand tu n'as pas d'image. Quand tu as juste le son et en fait, tu ouvres un peu le monde qui est devant toi à travers ce que ton cerveau il commence à tourbillonner d'idées, de fantasmes, d'histoires, de récits et compagnie. Et ça c'est un truc que je pense que tu retrouves dans les meilleurs films de Richard Donner en fait. Et ça change tout au rapport à leur rapport aux images parce que la génération des movie brats était vraiment dans une espèce de pulsion sexuelle, hein, je dirais presque, un élan fétichiste à vouloir reproduire les images qu'ils ont vues enfants. Et la génération de Donner, Friedkin, Lumet et consorts n'a pas du tout construit sa culture visuelle de cette manière parce que ces hommes-là ont appris leur métier à la télévision. Et il faut savoir un truc, c'est que la télévision, c'est la meilleure école qui soit pour l'efficacité. C'est-à-dire que il y a un taux de rendement à la téloche qu'on ne peut même pas imaginer, où ils ont des cadences de tournage qui sont absolument infernales. Ils sont obligés de s'adapter à la seconde près, au moindre aléa et tout. Et du coup, je pense que si vous comparez le nombre
de minutes de film tournés par jour au nombre de minutes tournées à la télévision, le ratio il est complètement déséquilibré, quoi. Donc ça Absolument. c'est pour ça que des mecs comme de Lumet et Donner et tout sont arrivés au cinéma, ils se sont mis dans une place de choix parce qu'ils étaient très efficaces, quoi. Absolument. Ils étaient C'est très très efficaces à coucher. l'école de la rigueur, de la productivité, de l'efficacité, ce qui est très important quand tu es réalisateur. Et Extrêmement alors, important. pour en revenir à Richard Donner, donc, il fait ses premières armes dans ce bain-là à travers les séries emblématiques, hein. Et alors, qui est Richard Donner à la télévision? On le surnommait le King of Pilots, c'est-à-dire le roi des pilotes. D'accord. Déjà, à cette époque-là, Richard Donner euh, se caractérise par un savoir-faire indéniable. C'est un réalisateur qui tourne vite, qui est très efficace, et un savoir-être pour l'époque inédit. Pourquoi je dis cela? Parce que son travail à la télévision s'apparentait déjà, il travaillait déjà comme un réalisateur de cinéma. C'est-à-dire qu'il était très présent avec les acteurs, il était avec eux sur le plateau, il mimait les scènes. D'accord, ok. Il était très investi dans son travail avec les acteurs, ce qui à l'époque était assez inédit. Il s'attachait à instaurer une ambiance de camaraderie, une atmosphère chaleureuse déjà à l'époque, ce qui encore une fois à l'époque était totalement inédit. Je veux dire, les réalisateurs à l'époque, ils étaient en costard-cravate et tu vois, c'était vraiment la schlag, hein. C'était voilà, tu te mets là, il y a 10 pages à tourner aujourd'hui. Et Richard Donner a apporté un savoir-être inédit qui en faisait un réalisateur extrêmement couru parce que tous les pilotes qu'il tournait se transformaient quasiment à tous les coups en série télé derrière. Hein, puisqu'on va le rappeler, un pilote, c'est quoi? C'est un peu l'échantillon de la série télé. C'est la bande-annonce d'une série télé, en général, qui fait plus d'1 heure, dont le but est de convaincre le network qui le diffuse de commander une première saison derrière. Mais mais tu vois que c'est un truc que tu vois tout au long de sa carrière, c'est-à-dire que comme tu dis, le pilote, en fait, c'était censé vendre aux spectateurs un concept fort, un concept qu'ils ont envie de suivre sur des saisons et des saisons. Et ça, il faut pouvoir l'instaurer immédiatement, sans perdre de temps, et voilà quoi, avec, comme tu l'as bien précisé, une ambition de cinéma qui trahit un petit peu les limites de l'écran. Et tout ça, il l'apprend à la télévision. Et l'autre qualité dont il fait preuve en tant que réalisateur de télé, c'est qu'il sait composer avec des égos de stars. Steve McQueen en tête. Il a dirigé Steve McQueen sur Au nom de la loi. Déjà à l'époque, Steve McQueen avait une réputation de merde. De chieur, de gros relou. Et Richard Donner, déjà, est un réalisateur qui ne s'en laisse pas compter et qui se fait respecter sur un plateau. Et ça, c'est primordial, notamment grâce à sa voix extraordinaire. Donc, Richard Donner à la télévision, c'est ça, un réalisateur aux méthodes inédites et un réalisateur extrêmement couru par les producteurs parce qu'il représente pour eux la garantie de vendre une série télé à une chaîne. Voilà, c'est ça Richard Donner. Et dans ce bain-là de la télévision, il va aiguiser ses compétences, son savoir-faire, qu'il va pouvoir mettre en place ensuite au cinéma. Avant Damien la malédiction, il va faire 3 films. X15, c'est un film dont il a repris la réalisation en catastrophe. Salt and Pepper, qu'il a tourné à Londres. Pepper and salt. Et Lola, avec Charles Bronson, qui est une espèce de démarquage de Lolita, relation d'amour entre un quadragénaire et une jeune fille. So rush out and buy some delicious Twinkie now. Twinkie, oh Twinkie. Alors, perso, je ne les ai pas vus. Ce sont des films qui sont très durs à trouver. Donc, Richard Donner, quand il aborde Damien la malédiction, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Il a près de 50 ans. Damien est son 4e film. Et il a près de 20 ans de télé dans les pattes, quoi.
Donc, c'est pas un lapin de 6 semaines qui C'est pas un arrive, roo- qui nous arrive là. c'est pas un rookie, quoi. C'est pas un rookie, donc c'était déjà un cinéaste chevronné, un homme d'expérience. C'est un parcours assez anomalique, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Guillaume, c'est que 17 ans de télé, c'est compliqué pour passer au long métrage. Mais Ah, c'est Richard compliqué. Donner l'a fait, quoi. C'est compliqué, mais après, je trouve ça encourageant aussi. Tu sais, t'as toujours des. Limite, tu sais, comme tu vis encore plus aujourd'hui dans un monde qui te force à exploser le plus jeune possible et le plus tôt possible, parce que sinon, ça veut Oui, dire que tu n'y arriveras jamais. Au ouais. moins, tu as des exemples comme celui de Richard Donner, ça te fait dire, bah, il y a un temps pour tout, et ton temps à toi n'est pas celui des autres, quoi, tu vois. Et c'est vrai que quand tu regardes Damien la malédiction, tu sais, c'est pas un film. Tu vois, même les réalisateurs brillants, tu vois que c'est des premiers films. Tu vois, il y a un truc qui se dégage de ça, et c'est pas du tout péjoratif. Mais tu vois, La Malédiction, c'est déjà un film de, c'est pas de, c'est un film de routier, quoi, tu vois. Mais pas dans le mauvais sens du terme. Tu vois que c'est un film d'un mec qui a du métier. Ça, c'est dit, tu Mais le vois direct. puis qui est formellement très ambitieux. Alors, on va le préciser. Comment a-t-il réussi à passer au cinéma, notre ami Richard Donner? C'est grâce à Alan Ladd Jr. Mhm. Décidément, cet homme a changé l'histoire du cinéma parce que, on va le rappeler, c'est grâce à lui que George Lucas a pu trouver les fonds pour faire son Star Ouais. Wars. Alan Ladd Jr., qui était un grand ami de Richard Donner, c'est lui qui va lui proposer Damien la Malédiction et Ouais. et lui permettre de faire son entrée dans l'arène hollywoodienne. Alors D'accord, Damien, ok. comme tu l'as dit très justement, Guillaume, c'est déjà un film qui est très abouti, formellement brillant, avec Jeffrey Unsworth à la photographie. Ouais. Jeffrey Unsworth, pardon, il faut le rappeler, c'est le chef-op de 2001, l'Odyssée de l'espace, Excusez du peu. rien de moins, et avec une méga star, Gregory Peck. Ce film a ceci de fascinant, c'est que Gregory Peck, peu de temps avant, venait de perdre son fils qui s'est suicidé. Oh, putain. Euh, Tu parles d'une D'où thérapie. l'état fébrile de Gregory Peck. Oh merde, mais tu parles d'une thérapie, toi, t'imagines, ton fils C'est il est un truc de suicidé. malade, Et là, t'imagines? tu joues le rôle d'un père qui doit tuer son gamin, quoi. Et là, t'imagines le truc? Alors, Richard Donner Merde. a hésité, hein, il n'a Merde. pas voulu proposer le film à Gregory Peck, mais c'est l'agent Gregory Peck qui lui a dit, écoute, t'inquiète pas, je vais lui proposer le film, il faut qu'il travaille en ce moment. Putain. T'imagines l'état d'esprit dans lequel il devait être pendant le Mais tournage? du coup, ce que tu disais sur Richard Donner, son savoir-être sur les plateaux de tournage, Oui, je pense que pour faire avaler un truc pareil à un père, bon, en plus c'est Gregory Peck, tu vois, donc c'est pas n'importe qui ce mec-là, tu vois, c'est quand ouais. même À l'époque, un des c'était piliers. Ah, ouais, c'était un pilier, quoi, tu vois. ouais. Mais pour faire accepter un truc pareil, ouais, t'as quand même, je pense, intérêt à avoir de longues discussions profondes et sereines avec le réalisateur, parce qu'il faut vraiment avoir confiance en lui pour te mettre dans des états qui sont aussi proches de ce que tu as vécu et surtout qui vont à l'encontre de ce que tu vas faire. Putain, c'est vraiment tout de ouf. Mais C'est ça, dingue, hein, t'imagines, putain. ouais. La scène où t'imagines le tournage de la scène où il doit tuer Damien, Oh, quand tu es putain, à la regarde. place de Gregory Peck, c'est un truc. Ouais, c'est Mais ça. Mais c'est euh, marrant. Mais ouais, ce qui est marrant, excuse-moi, je permets, mais ce ouais, qui est marrant avec Damien, tu vois, quand tu prends les films des années 60-70 où tu parles toujours d'enfants possédés par le démon ou alors de démons oui, dans le quotidien, tu vas penser exactement à quoi? L'exorciste. Top one. Bon, normal, c'est l'exorciste. Et après, tu vas voir Rosemary Babies. Et bizarrement, tu as toujours l'impression que Damien, même si les gens le connaissent, on va jamais automatiquement le hisser à ces films-là. Et c'est pourquoi? Parce que l'exorciste, tu sais que c'est lui qui l'a réalisé. Rosemary Babies, tu sais que c'est Roman Polanski c'est qui l'a vrai, réalisé. c'est vrai. Et La Malédiction, tu sais que c'est Richard Donner si tu lis le générique de près, tu vois ce que je veux dire, ou si tu t'intéresses au Cinoche. Mais du coup, le fait que je pense que tu n'as pas un cinéaste qui a été reconnu pour une signature visuelle, une patte esthétique et etc. forte, ça fait que le film est un peu dévalué par rapport à ces deux-là, je pense. Alors que je pense sincèrement qu'il n'a rien à leur envier en termes de bureau formel. Bon, peut-être l'exorcisme parce que là, c'est quand même un truc, mais même pas encore que, et encore que, Ah non, et encore alors, que, et franchement, j'ai encore que. revu The Omen, hein, pour le show. Ouais. Franchement, ce film est beau, il est gorgeous, hein. Et puis, ce qui est intéressant par rapport à ceux qu'on a cités, Rosemary's Baby et L'Exorciste, c'est que, et c'est la volonté de Richard Donner, c'est qu'il a voulu faire Damien, non pas comme sur le ton du film fantastique, mais sur le ton du thriller, le thriller D'accord, ouais. 70s. Ouais, Il a ça. tourné Damien comme un thriller, avec toujours, en ayant à cœur de semer le doute. Ouais. Ouais, bah, c'était- Et c'est vrai que tu doutes pendant le film, tu vois. Est-ce que c'est vraiment le fils du démon ou pas? Et tout le film se joue là-dessus, en fait. Et puis moi, je trouve que tu arrives surtout à être en empathie avec le gamin. Et ça, c'est un truc, c'est Exactement. important. Tu sais, vous Ouais. avez la scène de la balade en voiture, tu sais, la balade au zoo. Quand
quand il est Ah avec sa ouais, mère. terrible cette Et scène. là, parce que à ce moment-là, tu te demandes, est-ce que le gamin sait déjà qui il est, ou alors est-ce qu'il ne le sait pas? Et en fait, tu vois dans cette scène-là qu'en fait, le Cho ne le sait pas encore en fait. Non, Il est ouais. pas encore conscient d'être le fils, l'enfant du démon qui doit semer l'apocalypse sur Terre. Et tu vois Mm. qu'il est rejeté violemment par le vivant. Il expérimente un rejet viscéral du vivant vis-à-vis de lui, quoi, tu vois. Ouais, tout à Elle fait. est hyper forte, cette scène. Puis la scène de sa nanny Look at me, Damien. It's all for you. qui Putain, se. qui c'est cette actrice? Putain, elle est folle. Je crois que c'est le seul rôle qu'elle a eu de toute sa Putain, carrière. wow. Damien, it's all for you. Enfin, Putain, cette ouais. scène est extraordinaire, quoi. Et, Tu il a vois, une- et hein. Donner, il y a une manière de la filmer, c'est toujours souvent dans l'ombre, voire dans le noir profond, tu sais. Oui, Et ouais. ses yeux, la manière dont il fait ressortir ses yeux. Tu parlais de Rosemary's Baby. Mm. Moi, j'aime plutôt bien le remake de 2006, hein, Je je l'ai pas vu. crois. Look at me, Damien. It's all for you. Ouais. Par le tâcheron en chef John Moore. Je crois que c'est son seul bon film. Je trouve que le remake est plutôt pas mal. Et alors, qui ils ont pris dans le rôle de la nanny? Mia Farrow. Ah, d'accord, ok. Ah, Tu oui, vois oui, oui, le, exact, exact, tu vois exact. le Ouais. psycho-casting, hein, je trouve que c'était plutôt bien vu. Ouais, bah même prendre Livre Schreiber pour reprendre la relève de Gregory Peck, c'était plutôt bien vu aussi parce C'est, qu'ils ont ouais, il a et une bonne regarde-le, carrure, la Guillaume, motrique. il est vraiment pas mal, hein. Ah, Vraiment, c'est j'avais un pas remake qui accroché. se Ouais. tient. Alors, Damien, c'est 3 suites, c'est des téléfilms derrière, une série télé, enfin, c'est toute une franchise, hein. Ouais. Donc, c'est le film qui le met on the map, Richard Et ouais. Donner. Après Damien, il devient hot, Ouais. le réalisateur couru à Hollywood, et là, Boum, 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 il boum. reçoit, il est assis dans ses chiottes, Richard. C'est Alexander Salkind qui Ouais. l'appelle et qui lui propose Superman. Et là, Superman, qui est une œuvre, c'est, j'allais dire, c'est le 2001 des films de super-héros, mais on n'est pas loin. C'est le projet, tu parlais de faire croire à des choses invraisemblables. Là, comme le dit le slogan, il nous fait croire qu'un homme peut voler. If you need a friend, I'm the one to fly to. If you need to be loved, here I am. Read my mind. Et c'est exactement ça. Il nous fait vraiment croire qu'un homme en cape, c'est cool, je peux voler. Mais en fait, on se rend pas. Je pense que les gens se rendent peut-être plus compte aujourd'hui parce que le super-héros est tellement rentré, voire sur-rentré en fait dans le langage commun. Mmh. Que tu ne réalises pas ce que c'est dans les années 70, en plus, qui était une époque où, grosso modo, tu avais le nouvel Hollywood, tu sais, qui était on the map, quoi, tu vois. Même si c'était pas ces films-là qui avaient le plus de succès en salle, c'était quand même eux qui dictaient un petit peu la vision de ce que devait être le cinéma, quoi, le cinéma, quoi, tu vois. Et là, et c'est dans cette ambiance intellectuelle-là, en plus, dans des années 70, donc c'est une décennie relativement chelou pour les États-Unis. C'est la gueule de bois des années 60, c'est la crise économique, c'est la défaite au Vietnam, C'est c'est vrai. Charles Manson, etc. Là, tu vois, mais Ouais. donc c'est l'ambiance sur. Tu arrives avec Superman, avec tout ce qu'il représente. Bah, bon courage, hein, parce que l'époque n'y est pas. Ouais. L'époque n'y est pas. La culture visuelle de grand écran, je parle. Superman avait déjà une place à la télévision depuis longtemps. Elle n'y est pas non plus. Puis les moyens techniques. Les moyens techniques, Ils exactement. ne savent pas, quand ils signent le film, quand ils C'est pas comment démarrent faire. le film, ils ne savent pas comment ils vont Non. faire voler Christopher Reeve. C'est un truc de tout. malade quand même. C'est ça. C'est un film qui n'a pas bougé. Non, il est très bien. Pourquoi? Alors, le principe moteur qui a commandé au film, comme le dit Richard Donner, c'est là, il appelle ça la verisimilitude. C'est-à-dire, on aborde l'icône. Il le dit lui-même, c'était l'icône de son enfance. C'était la BD qu'il lisait gamin, tu vois. Et donc, il voulait absolument faire honneur à Superman et
traiter Superman avec candeur, avec innocence, Mmh. tu vois? Et c'est pour ça que le film ressemble parfois à une peinture de, heu, c'est une peinture, merde, c'est ce peintre américain là, j'ai oublié son nom, hem, Ah putain, oui, ouais, je vois. qui peint, Il est connu à les mort, il est champs de connu, ouais. blé là. Ouais, ouais. C'est tu vois, c'est un peintre qui a beaucoup inspiré Terrence Malick, pour les Moissons du ciel. Et ce qui donne à ce film, cette texture avec cette magnifique lumière, cette photo de Gilbert Taylor, heu, ouatée, lumineuse, tu vois? Qui a presque la texture du rêve comme ça et qui fait de véritablement de Superman une icône, quoi. Pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur le radio, moi Oui. je trouve que Superman est un récit de radio, en fait. Quand tu vois Superman, alors encore plus à l'époque, mais je trouve que c'est encore le Mmh. cas aujourd'hui, tu vois le film, tu vois que c'est un imaginaire qui est ouvert à l'incroyable et surtout, peut-être encore à l'impensable. Et c'est exactement ce qu'était Superman au cinéma à l'époque. Il y a du John Ford à fond Oui, dans c'est ça, il y Superman. a du John Je Ford, je la c'est plus belle l'americana, quoi, et c'est carrément, ah l'americana ouais. pur jus, quoi. Et ça, ouais, et réconcilier les formes classiques avec la modernité dans laquelle il a évolué, c'est un Mmh. truc qu'il a toujours voulu faire, et je me demande il a peut-être jamais aussi bien fait que dans Superman. Moi, la scène de la mort du père adoptif. Oui, De ouais, qui est Elle est joué par Glenn magnifique. Ford, ouais. Regardez comme tu dis, cette peinture, cette pastorale, quoi, tu vois? Comment, tout simplement, il regarde, en fait, tu vois, ce gamin qui a toute la force du monde et qui est juste contemplatif, en fait, il peut astreint à la contemplation. Excusez-moi, j'ai dit une bêtise, c'est Gilbert Taylor qui est à la photo de Damien et Jeffrey Ainsworth D'accord. qui est à la photo du Superman de Richard Donner. Mmh Jeffrey mh. Ainsworth qui a fait, la photo de 2001. Et alors, effectivement, alors un tournage compliqué, hein, Superman, un tournage douloureux. Il a sur le dos les Salkind, père et fils, qui ont acheté la licence à la Warner, qui à l'époque n'y croyait pas du tout. Ils sont assistés du producteur suisse, Pierre Spengler. Et comme souvent chez les Salkind, c'est un film qui va être à court d'argent Mmh mh. régulièrement pendant le film. Donc ils vont avoir de cesse de dire à Richard Donner: «Dépêche-toi de terminer, dépêche-toi de terminer». Et Richard Donner n'aura de cesse de leur dire: «Je veux faire le plus grand film de super-héros de tous les temps». En investissant, voilà, son énergie, sa créativité. En gros, il y a Donner qui veut faire un beau film avec les moyens requis, Mmh mh. des producteurs qui ne cessent de rogner sur les coups sans cesse. Donc d'où Putain, une tension phénoménale, heu, un conflit vraiment très, très dur ouais. entre eux, à un tel point qu'à un moment donné, Richard Donner n'adresse plus la parole aux Salkind. C'est Pierre Spengler qui fait l'intermédiaire entre les 2. Mais de cette tension-là va naître, bah, le ce qu'on considère encore aujourd'hui comme le plus beau film de super-héros de tous les temps, sans compter, encore une fois, on parlait de méga-stars et gothique. Il dirige Gene Hackman et il dirige Marlon Brando, quoi. Et Richard Donner, il est dans son élément. Il sait composer avec ces Mmh. acteurs-là. Il sait composer avec ses égos parce qu'il a, encore une fois, un savoir-être, une intelligence émotionnelle qui lui permet de tirer le meilleur de ce type d'acteur. Et quelque part, j'ai envie de te dire, quelque part, parce que je pense que pour affronter des égos pareils, toi-même, tu es Mmh. obligé de mettre le tien de côté, quoi, tu vois? Est-ce que, grosso modo, cette absence d'ego de sa part dans la relation qu'il pouvait avoir avec les acteurs, c'est pas aussi une raison pour laquelle il a pas d'ego de réalisateur au sens de marque visuelle, d'identité visuelle qui est immédiatement reconnaissable? Et il y a pas d'ego artistique, ni d'ego humain, peut-être, finalement, dans Non, ces films-là? ouais, mais c'est très juste ce que tu dis, Guillaume, parce que ça rejoint beaucoup ça rejoint des propos qu'il a tenus. Richard Donner, il le dit lui-même, il se considérait comme un policier de la circulation. Oui, C'est ce qu'il disait j'ai lui-même. vu ça, ouais. Ouais, I'm a traffic cop, ouais, tu ouais, vois? Donc, c'est vrai. sur la porte de son bureau à la Warner, il y avait une plaque où c'était marqué, «Je vous invite à laisser votre ego dehors».
OK. Enfin voilà, tu vois, ça rejoint totalement tes propos. C'est-à-dire que voilà, c'est un homme d'une très grande humilité et qui s'effaçait derrière ses sujets et surtout qui était adoré de ses équipes. Parce Mmh. que sur Superman, tout le monde était du côté de Richard Donner. Tout le monde Mmh. le défendait et il avait été menacé une fois de se faire virer sur le tournage et il a été soutenu par son équipe et il a pu finir le film. Et alors, quel film! Quel film! Donc un succès fracassant, Ouais, une icône du 7e art qui est encore aujourd'hui une référence ultime. Je pense que sans Superman, on n'aurait pas eu Marvel, non. on n'aurait pas eu les films d'ici parce que encore aujourd'hui, c'est un film qui est cité sans arrêt comme la référence ultime. That Dick and his wife Lauren gave me my first unpaid job in Hollywood, my first part-time job in Hollywood, my first full-time job in Hollywood, and my first producing credit, of which it's the only reason I'm standing here. The other reason is because the films Dick made inspired me to even want to go down that track. Et ce qui est marrant, c'est qu'on dit toujours que c'est à partir d'à peu près X-Men qu'on a enfin accepté le fait qu'on pouvait raconter des choses sérieusement dans un univers de super-héros. Exact. Alors, on oublie qu'il y a eu Burton avec les Batman avant, quelques années avant, mais bon, les gens ont toujours eu la mémoire courte à ce niveau-là. Blade Mais aussi, le premier Blade. voilà. Mmh. Merci. Mais regardez Superman, enfin, je veux dire, il Eh avait oui, mon ami. toutes les réponses étaient déjà là. Bien sûr que Ouais. oui, tu peux le faire. Et tu peux non seulement faire ça, mais tu peux faire du grand récit, de la grande forme au sens noble du terme, avec un matériau de culture pop. C'est pas du tout indissociable. Un tournage dont il sort complètement rincé, Mhm. voire limite déprimé, et qui va lui donner envie de revenir à une petite échelle de film. Et il va faire Inside Moves, dont on parlera tout à l'heure. Richard Donner, créateur d'icônes, il a donné vie à Superman. Et il a bouleversé donc le thriller surnaturel, The Omen, le film de super-héros, donc qui sont deux œuvres matricielles, il faut le rappeler quand même, les amis, hein. Et il va faire l'œuvre, en tout cas une œuvre matricielle, ou en tout cas réinventer ce qu'on appelle le buddy movie, le film de duo mal assorti, Mhm. avec la saga L'Arme Fatale. Alors les amis, dans la boutique dispo, notre émission spéciale L'Arme Fatale qu'on a réalisée chez le Capitaine Crochet, allez-y, c'est toujours dispo dans la boutique. C'est une borne, hein, c'est une borne Complètement. du buddy movie qui est encore aujourd'hui citée en référence. On a appris à notre grande joie qu'il y allait avoir un Arme Fatale 5 réalisé par Mel Gibson. Alors Attendez, là, mais ça n'a fait qu'un tour. ah ouais, mais alors, mais par contre, si on peut s'attarder là-dessus juste Ouais. quelques minutes, enfin, c'est quand Ouais, même. vas-y, balance. Alors, autant je comprends qu'il y a une logique presque filiale de Gibson à reprendre le projet de Donner pour lui rendre hommage et puis pour Ouais. conclure la boucle. En termes cinématographiques, Gibson, c'est pratiquement l'antithèse que c'était depuis Donner à sa carrière. Parce que je ne vois pas, en fait, mettre en scène un film débonnaire comme pouvaient l'être les deux derniers, en fait. Je ne vois pas Mel Gibson mettre en scène un truc pareil, même pour rassurer les financiers d'Hollywood pour qu'ils laissent faire son remake de La Reine Sauvage. Je ne vois même pas faire ça. Du coup, je me dis qu'il va effectivement composer avec ça, parce que ça sera son premier film de commande, entre guillemets, qu'il n'aura pas impulsé. Et je ne le vois pas faire une comédie familiale. Non, mais je pense qu'il va Il va faire rester- son film hommage à Richard Donner, quoi, je pense, tu vois. Ouais, tu crois? Et moi, il y a un truc qui ne m'étonnerait pas, bon, je ne suis pas devin, hein, mais ça ne m'étonnerait pas que le film soit co-signé, tu vois, que ce Oui, soit un film de Richard Donner et de Mel Gibson. Tu c'est vois, possible, c'est fort un possible. truc de Ouais. ce genre. Non, ça serait un bel hommage. Ouais. Mel Gibson fera sûrement un Arme Fatale 5 bien plus intéressant que celui que comptait faire Richard Donner. Ah, c'est possible, c'est possible. Ouais. Ouais, c'est fort probable, c'est fort probable. Après, je sais pas quel scénario ils vont faire là. Il y en a Est-ce eu que plusieurs. Hein. c'est Ouais. celui de Shane Black ou est-ce que c'est, je crois qu'il y a eu Ouais, plusieurs je crois que histoires. Shane Black il est parti aux oubliettes, il me semble. Ah ouais? Ouais, et je pense que de toute façon, je pense que Gibson filmera le scénario que Donner voulait filmer. Quoi. Il va pas Oui. il lui fera pas d'enfant dans le dos. Très, très certainement, mais qu'est-ce que j'ai envie de voir ce film. Moi, ce que je trouve fascinant avec Richard Donner, c'est que sa carrière a traversé 5 décennies. Il a été de toutes les vagues, il a su saisir tous les trains, tu Ouais. vois, le cinéma des années 70, le cinéma des années 80, des années 90. Il a réalisé des films
iconiques Mmh. de chacune de ces décennies. Et effectivement, avec L'Arme fatale, on peut regretter la tournure familiale de la saga, mais En fait, c'est devenu Damien l'Antéchrist sur le il a révélé son Désolé, vrai ça me visage. village. Mais, mais je trouve que c'est une saga qui est à son image, à l'image de Richard Ouais. Donner, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que déjà, c'est un monsieur qui est très apprécié par ses collaborateurs. Richard Donner a beaucoup fait pour des carrières de beaucoup d'artistes, notamment il a beaucoup aidé Stuart Baird, le grand Ouais, monteur, très grand monteur de légende Hollywood, ouais. d'Harry Stuart Baird, la fine lame hein, du montage. Spielberg qui a dû, excuse-moi, je me parlais, mais Ouais. qui a dû sauver au moins la moitié des films d'action que vous kiffez quand Ah, vous kiffez quand mais vous étiez ça gamin. m'étonne pas. Hein. Ce mec était un sauveur, vraiment, quoi. Demolition Fine Man. lame. Hein. Ouais. Ah, mais Demolition Man, s'il tient debout, c'est vraiment, D'accord. c'est beaucoup grâce à lui, quoi. C'est lui, c'est vraiment joué. C'est lui ce on appelait en catastrophe quand, bah, on l'appelait tout court, mais on l'appelait aussi en catastrophe quand ça commence à sentir le sapin, quoi, tu vois. Mm. Et effectivement, c'est un monsieur tous les collaborateurs, y compris les acteurs, quand ils parlent de Richard Donner, ils n'ont que, voilà, ils ont les yeux qui brillent et ils n'ont qu'éloge, tu vois. Et ça, c'est suffisamment rare pour être souligné, quoi. Mm. C'est que c'est un monsieur qui avait des qualités humaines qui en Mm. faisaient une personne avec qui on voulait bosser, quoi. Ça fait partie du savoir-être hein, qu'on évoquait en début du show. Alors, le Richard Donner des années 80, on ne peut pas ne pas en parler, c'est les Évidemment. Goonies, production de Steven Spielberg, film iconique, une Madeleine de Proust des années 80. Toi, quel souvenir tu gardes des Goonies, Guillaume? Quel est ton rapport aux Goonies? J'aime pas. C'est pas bien. Vraiment, c'est cacophonique. C'est avec tous les. Alors, pour le coup, c'est peut-être un super directeur d'adultes, mais j'ai pas l'impression que c'est un très bon directeur de gamin, quoi, parce que t'as l'impression qu'ils passent leur temps à brailler dans tous les sens. Mais je te jure, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Il y a cette volonté de faire un peu comme Spielberg sur Indiana Jones, tu sais, de mettre en place comment dire, un espèce de film d'aventure voilà, qui rend aussi hommage en fait au film d'aventure de son enfance qui passe au cinéma. Donc là, c'est le film de pirate évidemment qui est largement cité. Il me semble que tu as Choco Sinoc, pardon, qui regarde un Captain Blood avec Errol Flynn ou un truc comme ça. Ouais, je sais plus. De Michael Curtis. Ouais, voilà. Et puis, tu as des trucs à Indiana Jones dedans, des pièges comme ça, des manières de jouer, de manière ludique avec le décor. Mais par contre, en termes de mise en scène, c'est hyper empesé, quoi. C'est vraiment hyper empesé. Et en fait, j'ai l'impression qu'en fait, lui, ce qui l'intéresse, tu te parlais que tout à l'heure, tu disais quelque chose qui était très intéressant, c'est que Richard Donner est un grand romantique. Mais je trouve que ça se voit dans les Goonies, mais le problème, c'est que je pense que malheureusement, c'est pas le film qu'on lui demande de faire. Parce que je trouve que le film est touchant quand il se concentre sur Mickey, qui est joué par Sean Astin, le rôle principal. Oui, et Mickey, qui est un vieux gamin, en fait. Non, c'est déjà il y a déjà une vieille âme. Tu vois que c'est un gamin qui est déjà oui, un c'est vrai, adulte hein, triste. il y a une profondeur comme ça. Il y a déjà la nostalgie du présent, quoi, tu vois. Il y a déjà la nostalgie la nostalgie du présent, du truc qui ne se reviendra jamais. Et la manière qu'il a de regarder le décor, parce que tu as un joli plan aussi dans les Goonies, quand il sort sur son balcon, sur son Porsche, et qu'il regarde cette vista d'histoire qui s'apprête à quitter. Ça pourrait être un plan de Superman, franchement. J'adore ce plan. C'est marrant que j'en parle, mais si, j'adore ce moment. Ouais. Ça pourrait être un plan de Superman, ça, tu vois. Et je trouve que dans cette tristesse-là, en fait, qui est peut-être celle de Donner, je sais pas, je trouve que c'est là que le film a son mojo.
et il est sincère. Le problème, c'est qu'à côté de ça, bah, tu es obligé de te taper des gamins braillards, des méchants qui font des trucs qui sont interminables, et je trouve ça relou, quoi. Ah, moi, je l'adore. Autant il y a des madeleines qui m'énervent un peu, mais j'ai encore beaucoup de tendresse pour les Goonies. Moi, bah, moi, au contraire de toi, moi, c'est l'énergie des gamins que j'aime bien, en fait. Parce que je trouve que c'est un cast, et on va le rappeler, hein, Richard Donner est un monsieur qui caste éminemment bien ses films. Je trouve que le cast fonctionne très bien. Alors là, il est un peu en service commandé, hein. C'est Spielberg qui lui apporte le projet sur un plateau. C'est encore un film de Richard Donner qui reste encore aujourd'hui, tu vois. Bon, mine de rien, c'est un film qui aujourd'hui qui est adulé et méga adoré. On parle encore d'imaginaire ouvert sur l'extérieur. De la même façon que la radio, quand on te dit ouvre ton imaginaire sur l'extérieur. Et les Goonies, c'est un film sur des gamins qui se forgeaient en jouant à l'extérieur. T'avais pas, sans vouloir faire mon vieux con, etc. et tout, t'avais pas de portable, t'avais pas d'écran, t'avais pas de jeux vidéo, t'avais pas de ça. L'aventure à l'extérieur, c'est ce qui forgeait ton monde, c'est ce qui forgeait ton imaginaire. Je pense que de la même façon que le Donner a pu le faire quand il était gamin en écoutant la radio, en lisant des BD, quoi. Et à mon avis, je crois que c'est ça aussi qui plaît aux gens, tu vois. Cet espace passé où tu jouais à l'extérieur quand tu étais gamin, quoi. Tu te formais à Tu veux l'extérieur. dire que c'était déjà un film nostalgique déjà à l'époque, Oui, en fait, complètement. hein. Oui, c'était complètement ça. C'est complètement, je pense. Ouais, Carrément. je l'avais pas vu sous cet angle-là. Je crois, ouais. C'est intéressant, ouais. Ouais, Je c'est crois. intéressant. Le spleen de Sean Astin, effectivement. Il va quitter un endroit, il est c'est ça. nostalgique, il va vivre une dernière aventure. Tu vois, Oui, exactement. faisons un dernier tour de manège. Tu vois, c'est ça les Goonies un peu. Alors que c'est des gamins. Oui, Sauf c'est qu'on vrai. le dit. Ouais. C'est vrai. Le film n'a pas très bien vieilli sur certains aspects, mais il y a encore un charme, tu vois, encore un capital Je sympathie comprends, je comprends, ça peut ça. qui s'en dégage. Alors, il faut le rappeler quand même, avec qui travaille Richard Donner? On le disait, c'est un monsieur qui sait extrêmement bien s'entourer. C'est un monsieur qui a une vision esthétique, qui a une culture esthétique, une ambition esthétique. Alors, c'est chef-op. On l'a cité, Jeffrey Hemsworth, Michael Chapman, Raging Bull, Laszlo Kovacs. Laszlo Kovacs, Deer Hunter, Voyage au bout de l'enfer. L'un des plus beaux films du monde. Eh oui, Stephen Goldblatt, The Hunger, Caleb Deschanel, mon ami, Caleb Deschanel. Le papa de Zoé et Émilie Deschanel, hein, pour la parenthèse people, et Caleb Deschanel, c'est l'étoffe des héros, mon ami. Et c'est plein de grands films. Vittorio Storaro, pour Lady Hawk. Apocalypse Now. Et Gilbert Taylor, Dr. Folamour. Richard Donner, un cinéaste romantique. Lady Hawk. En fait, c'est marrant, je ne savais pas du tout que c'était Vittorio Storaro. Et oui, il est magnifique, Lady Hawk. Je le trouve pas très beau. Alors, je vais mettre mes propos entre parenthèses parce que je l'avais vu en salle dans une copie qui était peut-être pas fraîche. Donc, D'accord. Ça doit jouer. Mais non, en fait, je me souviens que ce qui m'avait choqué dans le film, c'est que même s'il n'était pas désagréable en soi, je le trouvais pas hyper beau visuellement parlant, en fait. Je le trouve assez plat, en fait. Le film est tourné en Italie. Accessoirement, c'est là où il a rencontré sa femme, Lauren Schuler Donner. Alors, Richard Donner est un monsieur qui est resté vieux garçon très longtemps. Il a eu une longue relation avec l'actrice suédoise Liv Ullmann. Et il s'est marié à l'âge de 57 ans, je crois. Et c'est là qu'il rencontre Lauren Schuler Donner sur Lady Hawk. Elle était productrice du film. Alors, moi, j'adore le travail sur la lumière naturelle. Moi, j'ai le Blu-ray. Hein. Mais les paysages de la campagne italienne sont absolument magnifiques. Une histoire d'amour avec Matthew Broderick. Ouais. Michel Pfeiffer, qui est magnifique. Et Michel Pfeiffer, mon ami. Michel Pfeiffer, on en parlait dans le show sur Batman Returns. Elle est angélique. Alors, il voulait Mel Gibson, Richard Donner. Mel Gibson a été casté pour le rôle et je crois que c'est Mel Gibson qui a refusé le rôle, en fait. D'accord. Et donc, il s'est rabattu sur Rutger Hauer, qui est arrivé sur les lieux de tournage par la route de Hollande en caravane. Enfin, tu vois, et donc Rutger Hauer est arrivé, mais vraiment genre 2 semaines avant le tournage, tu vois. Il est arrivé en catastrophe. Et je trouve qu'il se défend plutôt bien, je trouve plutôt crédible. Ouais. Le gros problème que j'ai avec Lady Hawk, c'est la musique.
Eh, Cheapos, alors ça, par contre, c'était dégueulasse. J'arrive pas à m'y faire, j'arrive pas. C'est quoi ces vieux accords de synthé tout pourris Je crois que que les c'est proposent? Tangerine Dreams, hein, je crois Sans qu'il y a la déconner. manœuvre. Je Faudra vérifier en post-prod, mais c'est cheapos à mort, putain. j'arrive pas. J'ai essayé de m'y faire, tu vois, en me Non, c'est disant: chaud. «Bon, écoute Fouad, sois ouvert, machin», mais j'arrive pas, quoi. Et Non, c'est chaud. tu sais quoi? En regardant l'Idiot, je n'arrêtais pas d'avoir du James Horner dans la tête, tu vois? Je me suis dit: Ça c'est du James Horner qu'il faut mettre là-dessus», tu vois? Mais, C'est, mais t'es et sûr là, qu'il a. c'est hein? Mais ça a toujours été un mystère que j'ai jamais résolu parce que Donner, bon voilà, quoi, j'aime pas tous ses films, mais il y en a réalisé très Ouais. grands et surtout une faute de goût pareille de la part du mec qui a embauché Michael Kamen sur L'Arme Fatale. Il y a un problème, et c'est pas lui qui a décidé. Si, c'est lui. C'est lui. Oh, C'est lui et merde. mon ami, absolument. Merde. Il a voulu faire on était, au début des années 80, hein, donc on avait toute cette Ah vague ouais, de d'accord. films avec, The Keep de Michael Mann, Legend Oui. de Ridley Scott, qui est sorti à la même période avec, Oui, ces c'est vrai. films à la BO, synthétique, D'accord, ok. notamment Tangerine Dreams, hein, qui a œuvré sur beaucoup de films. C'était la mode à l'époque, il voulait donner un côté moderne, tu vois? Ok, ouais. Il avait peur qu'une histoire d'amour médiévale Mhm. rebute un peu le public. Il a pensé un peu, mettre un coup de boost avec cette BO, mais je trouve que Ouais, c'est, mauvais calcul. j'arrive pas, Ouais, mauvais j'arrive pas. calcul, mauvais calcul. Mais le film est beau, je trouve qu'il est beau, il se tient encore bien aujourd'hui, je trouve. Et voilà, il n'a pas rencontré son public malheureusement. C'était une période compliquée aussi pour le Heroic Fantasy, hein, parce que alors tu as Oui, c'est Conan le vrai. Barbare qui a fait un gros succès, la suite Ouais. avait été un échec, Legend de Ridley Scott avait été un échec également, Lady Hot avait été un échec. Alors je dis peut-être une connerie, mais je me souviens pas, je suis pas sûr que c'était un seul film d'Heroic Fantasy dans les années 80 qui ait marché à part Conan, quoi. Ouais, je crois bien que tu aies raison. Ouais. À ma connaissance, je vois pas. C'était un genre un peu C'était chaud. casse-gueule, hein. Ouais, clairement. Ouais. Mais je trouve audacieux le fait que voilà, il ait quand même fait ce film. C'est un petit budget, hein, pour l'époque. J'ai plus le montant en tête, mais un petit budget, mais pardon, coupera mon rototo. Voilà, on a un Richard Donner qui quand même prend des risques, tu vois? Et on sent, voilà, un Richard Donner, même s'il est au sommet de la hype à l'époque, eh bien, il essaye voilà, il essaye de changer de registre, de quitter, sa zone de confort et d'aller vers des films plus romantiques. Alors un petit fast Dis-moi. forward sur Fantôme, en fait, Ah. son remake de Scrooge. Là encore, il doit composer avec un ego surdimensionné, Putain. Bill Murray, qui fêtait avec, Scrooge son retour au cinéma. Il a eu 3-4 ans d'hiatus, 2 ans d'hiatus, 2 ans d'absence, Ouais. entre SOS Fantôme et le tournage de Scrooge. Mhm. C'est une période où il est allé à Paris, je crois. Il est allé, il a tourné un film au Tibet, c'est Ok. une période où Bill Murray s'est éloigné des écrans Mhm. et il devait absolument revenir Mhm. sur le devant de la scène, reprendre le lead, hein, revenir en haut de l'affiche avec un film qu'il porte tout seul. Et Scrooge était ce projet-là. Alors je crois que c'était Sydney Pollack qui était, initialement prévu. Ça s'est pas fait. Richard Donner a repris le flambeau. Mais j'avais envie de dire que le tournage avait été très compliqué. Oui. Je crois que Donner, là, pour le coup, même si il y a toujours ce dompter les égos, je crois qu'il n'est pas réussi avec Murray. Et apparemment, c'était une guerre. Ça a été très compliqué entre C'était une guerre. Richard Donner et Bill Murray, effectivement, ouais. Bill Murray qui était, c'était son film, hein, c'est un film qui a Ouais. été écrit pour lui, il était partie prenante, sur le processus de création. Tu as en face un Richard Donner, à qui on la fait pas, tu vois? C'est un monsieur qui a l'habitude de commander et d'être le chef sur ses tournages, donc il y a eu du fight. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression que c'est un film dans lequel Donner passe son temps à courir derrière Bill Murray qui en fait des. Oui, c'est Alors, vrai.
Ouais. Alors, le truc, c'est que moi, j'ai un truc avec Bill Murray. Alors, c'est que tout le monde idolâtre ce mec, tu vois, du genre, oh, ouais, c'est le mec le plus cool du monde, il s'en bat les couilles, il se pose là, et puis il fait le show, etc. Ce qui est au demeurant vrai. Mais putain, je crois que c'est un flemmard, ce mec-là, et ça se voit, en fait, des fois, tu sais. Ouais, ouais, carrément. Je crois que le mec, il a pas fait un effort depuis 30 ans ou un truc comme ça. Enfin, Ils s'en foutent. il s'en bat les couilles. Ouais. Alors, il s'en bat les couilles. Alors, de l'extérieur, on se dit, ah ouais, bah, il a raison, putain, au moins, s'il n'est pas dans le Star System. Non, mais imagine ce que c'est de travailler avec un team comme ça, quoi. Il est en roue libre, Il est total. en roue libre, et j'ai En roue l'impression libre que totale. et le film passe son temps à courir derrière son cabotinage, en fait. Et c'est ça, j'ai du mal avec ce film pour ça, en fait. J'ai l'impression que c'est presque un plateau télé, tu sais, une façon émission spéciale, parce que ce qu'il assume en plus, c'est un peu Donner revient à ses racines télévisuelles, parce que dans le film, Scrooge, c'est un producteur de télévision, T'as vu ça? avide et cynique, qui Ouais. produit un show de Noël, etc. et tout. Father loves Bieber. Here on IBC, you'll love it. Ouais. Mais alors pour le coup, ouais, moi, en fait, il n'arrête pas de se distancer en fait par le cabotinage de Murray. T'as Oui. l'impression que c'est une locomotive, il ne regarde personne derrière lui, il s'en fout, il est tout. Qui même me suivent, si vous arrivez, il n'y a qu'une cadence la mienne, les autres, vous pouvez crever. Well, just for the record, you left me. You had to go somewhere and get your head together or something. Well, baby, my head is just fine. Check it out. It's right here where it belongs. The point, it's lonely at the top. It's not lonely at the top. Oh, maybe around my birthday and at sunset. And there have been a couple of weekends that would have raised hell with even a really normal person. But that's me. I'm a widow of business. That's my life. I've chosen it. At least I work someplace that you can find when you're looking for it. J'ai du mal, franchement, j'ai du mal. J'ai du mal, vraiment, j'ai du Et mal. surtout que Bill Murray voulait emmener le film vers la satire, la comédie sombre, la comédie noire, alors que Richard Donner voulait faire un truc un peu plus lumineux et aller plus vers vraiment quelque chose de chaleureux. Donc tu sens cette contradiction dans le film, jusque dans le monologue final, qui est à moitié improvisé, où tu as Bill Murray qui parle. Alors c'est totalement improvisé, hein. Miracle. It's really a sort of a miracle because it happens every Christmas Eve. And if you waste that miracle, you're going to burn for it. I know what I'm talking about. You have to do something. You have to take a chance. You do have to get involved. There are people that are having trouble making their miracle happen. There are people that don't have enough to eat. There are people that are cold. C'est totalement improvisé quand il parle au public. Donc effectivement, c'est un film un peu malade, un peu, mais moi je l'aime bien. J'ai de la tendresse pour justement la manière avec laquelle il croque le milieu de la télé. Ouais, ça c'était marrant. Un milieu cynique, un milieu vraiment qui pense qu'au pognon, etc. Ça, je trouve que c'est plutôt bien vu, et connaissant le background télé, comme tu l'as dit, de Richard Donner, je trouve que c'est plutôt savoureux. Et on retrouve, alors Richard Donner a ses acteurs fétiches, et le bon Steven Kahn, qui est son cousin. Ouais. Et son cousin qui est dans tous ses films, tu vois. C'est un des visages, voilà, qui est là dans la filmographie de Richard Donner. Et quand il réfléchit, je pense que Fantôme en fait, c'est un peu une répétition d'Un jour sans fin. Tu as le même personnage, un type qui est coincé dans une boucle temporelle, ou alors pas une boucle temporelle, un espèce de voyage dans le temps, un no man's land temporel, voilà, un no man's land temporel, tout à fait, cynique, imbuvable, tout ce que tu veux, et à la fin il va s'ouvrir au monde, il va ouvrir ses chakras en fait à l'humanité de son prochain, et il va découvrir en lui, dans les autres, des richesses, etc. Tout. C'est un peu la même morale, mais c'est une morale à Capra qu'à Lord Remis, pour des raisons qui a beaucoup mieux maîtrisé sur ce coup-là que Donner. Oui, probablement. Alors c'est pas le meilleur film de Donner. Alors là, il est en service commandé, hein, clairement. Il est service commandé, mais j'ai encore de la tendresse pour ce film, notamment grâce à la qualité de ses effets spéciaux. Notamment le travail des prothèses et des marionnettes. Hein. Je trouve que c'est vraiment, je sais plus, je crois que c'est Rob Bottin qui a travaillé sur ce film notamment. C'est super bien fait. Mais encore une fois, voilà, on a Richard Donner qui compose avec un ego monumental, une apparition de Lee Major en ouverture du film, et Michael Chapman à la photo. Michael Chapman, chef-op, entre autres, de Raging Bull.
Alors, le film ne marche pas, qu'est-ce qui se passe du coup? Du coup, Richard Donner revient à la sécurité et c'est là qu'il fait L'Arme fatale 3, tout de suite après. Alors, voilà, la carrière de Richard Donner est un va-et-vient entre les valeurs sûres, L'Arme fatale notamment, et Des essais des plus essais, risqués. des essais plus risqués. Et quand ça marche pas, hop, il revient toujours à L'Arme fatale. Et là, on aborde la dernière partie du show. Richard Donner, le cinéaste romantique. On a parlé de Lady Hawk, mais c'est aussi Radio Flyer. Radio Flyer qui est probablement Je l'ai pas vu. Je te laisse son aller. film le plus, je te le conseille Guillaume, vraiment, son film qui se rapproche le plus de l'autobiographie. Parce que Radio Flyer, c'est quoi? C'est une marque de petits chariots que les gamins, avec lesquels les gamins jouaient dans les années 30, les années 40. Et c'est un film qui est produit par Michael Douglas, qui a été fait une première fois par le scénariste, mais le tournage a été stoppé parce que le scénariste ne s'en sortait pas, en fait. Et donc Richard Donner a repris le film qu'il voulait faire en plus à la base, et il a totalement retourné le film. Et c'est là où tu vois l'incroyable talent de casteur de Richard Donner. Tu as Joseph Mazzello, qu'on reverra notamment dans Jurassic Park, et tu as Elijah Wood. Et c'est un film qui parle de Malte, et tu as Tom Hanks aussi, Lorraine Bracco, bon, un peu moins fan, mais c'est pas grave. Alors Radio Flyer, je le conseille, mon Guillaume, c'est un film sur la maltraitance enfantine, en fait. Et c'est un film qui est assez dur. C'est l'histoire de deux frères, en fait, qui sont victimes de maltraitance et qui vont s'échapper dans l'imaginaire. Et c'est un film qui n'a de cesse de croiser l'imaginaire et la dureté du monde réel, deux temporalités. Alors, il y a des petits soucis de narration, notamment sur la fin. C'est pas un film parfait, mais je le trouve assez émouvant. Il vaut vraiment le détour, Radio Flyer. Et alors, il est photographié par Laszlo Kovacs. Donc, c'est un film qui est magnifique. Hein. Tu as comme ça cette teinte dorée, presque sépia parfois. C'est vraiment un film qui est magnifique, assez bouleversant, vraiment, et qui, malheureusement, n'a pas rencontré son public. Ouais, j'ai vu ça. Donc, encore voilà, un film dans une veine sensible et romantique que Richard Donner avec lequel Richard Donner n'a pas rencontré le succès. D'ailleurs, sur le tournage de Radio Flyer, il l'a dit, Richard Donner a dit à Laszlo Kovacs, son chef-op, si Radio Flyer marche, j'aurai le droit de faire des films comme ça, d'en refaire d'autres. Et je ne serai pas obligé de retourner à L'Arme fatale. Voilà ce qu'il a dit à Laszlo Kovacs. Et donc, tu vois, ces paroles sont tout à fait révélatrices de son état d'esprit. C'est-à-dire qu'il aurait aimé rencontrer le public avec ses incursions, on va dire, un peu plus personnelles et un peu plus intimes. Mais ça n'empêche pas ces films de rester, vraiment, et de mériter, de valoir le détour. Vraiment, hein, sont pas des films parfaits, mais ils valent le détour. Mais je pense que c'est ce que tu as dit, en fait, quelque part, c'est que son karma qui a été décidé pour lui, c'était d'être ce réalisateur, cet entertainer grand public. Et un autre, je ne sais pas si tu l'as vu, Inside Moves. Non plus. Un film qu'il a fait tout de suite après Superman. Ouais. C'est l'histoire d'un homme qui tente de se suicider. Il rate son suicide. Et du coup, il survit à son suicide et il va être client d'un bar chez Max. Ouais. C'est un bar qui est un repère d'handicapés, en fait. Tu as un aveugle, tu as un mec qui a perdu ses mains, un mec qui a perdu ses jambes. Tu vois, c'est la cour des miracles. Mais et ce bar est... pardon. Entre parenthèses, c'est marrant parce que tu reprends L'Arme fatale des années plus tard. C'est juste l'histoire d'un mec au début qui rate son suicide.
Oui, voilà, c'est ça. Mmh mh. Alors la figure du saut dans le vide, hein, on la retrouve Mmh. souvent chez Richard Ouais, Donner, hein. c'est vrai. L'arme fatale, l'ouverture de l'arme fatale, le saut dans le vide de Gibson, la scène du suicide dans Inside Moves. Et alors ce bar chez Max est tenu par David Morse, qui est un aspirant basketteur. Et donc John Savage, hein, qui joue le personnage principal, le grand John Savage, qui malheureusement n'a pas eu la carrière qu'il méritait, eh bien, au contact de ces gens-là, va retrouver goût à la vie. Voilà. C'est un Mmh. petit film, voilà, intimiste, Mmh mh. petit budget, qui vaut vraiment le détour. D'accord, OK, Il est très voilà, chouette ça. il est très chaleureux, il est très émouvant, voilà. Je vois ça. Il l'a fait tout de suite après Superman. D'accord, OK. Donc C'est il vaut chouette. vraiment le détour. Je trouve que le romantisme de Donner, il est toujours présent, en fait. Il est toujours omniprésent et je pense que tu dessines pas un personnage comme Martin Riggs si tu es pas un romantique dans l'âme. Parce que Martin Riggs est un romantique, et c'est parce que c'est un romantique qu'il écorche une Mmh. fois. Il court après le fantôme de sa femme pendant 4 films, quoi. Oui, c'est Il est vrai. prêt et il le vit dans sa chair, dans son âme, tu sens qu'il est déchiré en 2 et parce que le Mmh. mec, en fait, il est pas c'est les romantiques, c'est ça, c'est quand tu magnifies, en fait, ce que tu vis, avec qui tu le vis et il a perdu ça, quoi. Tu fais pas Superman si tu es pas romantique. Pour y Ouais, croire ah oui, tout et à fait. Faut être et en plus, naïf, dans le bon naïf, sens du candide, terme. tu fais pas Mmh. romantique et C'est pire que vrai, ça, tu fais pas Superman si tu ne réussis pas à faire, devenir les spectateurs romantiques. c'est vrai. Parce Ouais. qu'il fallait convertir l'American Service au romantisme de Superman, quoi, tu vois? Heu, j'ai envie de dire c'est présent dans tous ces films. Les Goonies est un film de romantique, alors un romantique mélancolique, mais c'est un film de grand romantique. C'est vrai. Sixteen Box, qui est son dernier très chouette film avec Bruce Willis, Oui. c'est un film de romantique cassé aussi. Mmh. D'ailleurs, Bruce Willis, il est beau dans ce film, putain, Oui, tu as vu ça? C'est je un de trouve ses qu'il meilleurs rôles, hein. mais je trouve que quand il joue je trouve que quand il joue les alcooliques rincés, il y a une classe, ce mec a une classe folle, quoi. Tu as vu? C'est un Ouais, flic de New York. ouais, C'est un peu la suite cachée de Die Hard, tu ouais, vois? il y a ça, ouais. C'est un McClane, fin de carrière. C'est ça, fin de carrière, ou alors c'est comme si Ouais, McClane n'avait jamais sauvé le Nakatomi Plaza et était resté à New York sans voir sa femme et puis voilà. absolument. Ouais, tout Ouais, à fait. Je trouve c'est que clair. c'est il y a une parenté, officieuse, je trouve, avec, Je trouve que le le film personnage de John McClane. ouais, c'est un film, je trouve que c'est un film malin, Ouais. il s'amuse, il tire très bien parti de son concept, Bruce Willis, c'est ouf et puis il y a le dernier plan dont tu m'avais parlé avant l'émission, quand voilà, c'est un film il faut être romantique, il faut être romantique dans l'âme pour faire ça et ça se voit et puis en plus, ce côté spectaculaire par nature qu'il y a, tu vois, tu citais tout à l'heure la figure du saut de l'ange, tu as aussi d'ailleurs un saut de l'ange dans la malédiction, tu viens juste de Oui, me faire citer exact. Ouais, tout à fait, et ouais. pareil, tu vois, voilà, c'est hyperbolique comme figure, tu vois? C'est une C'est figure de vrai. style hyperbolique, qui est spectaculaire, tu Mmh. suces pour l'instant et là, d'un coup, encore une fois, récit ouvert, monde ouvert, c'est souvent vers la catastrophe, quoi, tu vois, c'est une incursion de l'immense, tu sais, comme ça, qui arrive dans l'écran et qui vient exploser le carcan de ce que tu es en train de filmer, tu vois? C'est ça le Mmh. truc blanc, je crois, c'est quelque chose qui évoque tout ça et je pense que Donner avait aimé ce genre de figure de style parce que c'est son côté entertainer, tu sais? C'est son C'est côté: très «Putain, je veux intense, hein. voir». Ouais, c'est Alors très en intense. parlant de saut de l'ange, Guillaume, celui qui ouvre l'arme fatale, Oui. ce qui est saisissant dans cette scène, c'est que, la jeune fille, qui se jette dans le vide, il y a donc ensuite, alors c'est une toile peinte, hein, c'est très bien fait, en fait. Elle se Mmh jette sur une toile peinte et elle est son corps est intact. Oui, c'est Elle est vrai. belle, elle est Ouais, magnifique. ouais, c'est vrai. Il J'y est avais pensé, ouais. totalement intact Mmh mh. et alors, Stephen Goldblatt, le chef-op du film, s'est inspiré d'un véritable suicide qui a eu lieu à New York. Alors c'est surnommé le plus beau suicide du monde. C'est une jeune femme, je crois que c'est dans les années 20, les années 30, Ouais. qui s'est jetée, du 50e étage de l'Empire Ah, State c'est Building. Building. Ouais. D'accord. Elle était comptable, je crois et s'est jetée dans le vide et elle s'est écrasée sur le toit d'une voiture et son corps était elle avait juste une cheville cassée, Ah putain. juste une cheville cassée et on peut trouver des photos sur le net, son corps était totalement intact. Elle était belle, en fait, tu vois? C'est ouf, ça. Et Stephen Goldblatt s'est inspiré de cette photo pour la scène inaugurale, de L'Arme fatale. C'est marrant parce qu'autant l'Infantase, c'est un film que Donner a voulu réaliste, au sens c'est vraiment filmé comme un peu des années 70, mais Ouais. effectivement, tu as ce genre de moment esthétique un peu en apesanteur, sans mauvais jeu de mots, qui fait que tu vois, comment tu me disais qu'il avait vendu, Superman la Malédiction? C'est de la pas, de la La Superman. verisimilitude. Ouais, bah, ouais, c'est Ouais, ça, quoi. c'est Ouais, ça, ouais. ouais. Et ouais, il a toujours eu à cœur d'appliquer ça dans son travail, tu vois? Mmh mh. C'est la vérité des personnages, la vérité des rapports humains,
Et ça, je trouve que ça éclate magnifiquement également dans 16 Blocks, son Oui. dernier film, qui est un beau démarquage de The Gauntlet de Clint Eastwood. C'est vrai, j'avais pas pensé, mais c'est vrai. Une belle évocation de ce film-là, qui a un film qui a plutôt marchouillé, 16 Blocks. Vraiment, je trouve que c'est une sortie de piste, enfin, une manière de quitter la piste Ouais, brillante. ouais. Voilà, c'est vraiment un petit film tourné à New York avec C'est Bruce ça. Willis et Mos Def. Je trouve que le duo Mos Def-Willis fonctionne plutôt bien. Ouais, c'est clair. Magnifique David Morse aussi qui est de la Un partie. bad guy, ouais. Et c'est un film qui est très attachant, en fait. Oui, très, c'est il vrai. est très attachant, Sixty Blocks. Ouais, moi, Et ouais. même les méchants que jouaient par David Morse, alors David Morse, c'est marrant, c'est qu'il y a eu, quand il était plus jeune, il y avait cette tronche, tu vois, ce physique où tu dis, putain, le gars, tu vas forcément lui faire jouer un mec un peu belliqueux ou patibulaire parce qu'il y avait la tronche à quoi. Mais tu sais, en vieillissant, tu as l'impression que son visage s'est quand même adouci, tu sais. Oui. Et Ouais. du coup, même si c'est le méchant du film, tu ressens en fait l'amitié qu'il y a eu entre Bruce Willis et du coup, tu as du mal à trop lui jeter la pierre, quoi. Tu vois, il y a vraiment un truc que j'aime bien dans ce film-là, c'est ça, quoi, en fait, c'est cette espèce de proximité que tu as, en fait, avec les personnages. Et je pense que le fait que ça se tourne à New York et pas Los Angeles et que ça soit pas un blockbuster, que ça soit plutôt, comme tu dis, un petit film à concept et compagnie, bah, je trouve que quelque part, c'est bien qu'il ait retrouvé cette sincérité-là dans son cinéma, en fait, qui était une de ses marques de fabrique, alors qu'il avait eu tendance un petit peu à la calculer ou la vulgariser, notamment sur L'Arme Fatale 4, quoi, tu vois. Oui, c'est vrai. Alors, on parlait de Bruce Willis qui a la réputation d'être un gros relou. Hein. Je pense qu'il n'a pas eu le temps de faire le relou avec Richard Donner. Non. Et je pense que c'est pour ça qu'il délivre dans ce film, pour moi, l'une de ses meilleures prestations. Hein, vraiment. Clairement. J'aime bien cette mélancolie-là, quoi, tu vois. Tu as l'impression que à la fin, c'est le type qui se réconcilie avec le présent. Et je trouve que c'est une bonne manière de terminer sa carrière, en fait, de te réconcilier avec le présent. C'est vrai. Et d'ailleurs, le dernier plan de l'œuvre de Richard Donner, c'est Bruce Willis qui montre une photo que lui a envoyée son ami Mos Def pour lui montrer qu'il a réussi. Voilà, c'est un ami qui lit la carte d'un ami, quoi. Et il se dégage de ce plan une chaleur humaine, un côté vraiment chaleureux qui correspond bien à ce qu'était Richard Donner. D'ailleurs, est-ce que Sixty Blocks, ça serait pas finalement un peu son film intimiste? Et oui, j'y pensais, là, je n'osais pas le dire. C'est peut-être celui-là. Ouais, probablement. Peut-être qu'il a réussi à le faire, finalement. Probablement. 16 Blocks, les amis, on vous le conseille chaudement. Très chouette. C'est un super film. Richard Donner, j'aime le voir comme c'est un fruit tardif, en fait, Richard Donner. Comme on l'a dit, voilà, il a éclos tardivement, il a eu 2 carrières. C'est un fruit tardif qui nous a donné des grands films, qui a marqué l'histoire. Et pour cela, il mérite d'être célébré. Et il mérite qu'on se réintéresse à sa filmographie et à son œuvre. Il nous a donné de grands films. Et pour ça, on lui dit merci. Voilà, les amis, on espère que vous aurez apprécié ce show, que vous aurez envie maintenant de voir les films de Richard Donner. On te dit merci. Godspeed. On se quitte là-dessus. À bientôt, les amis. Ciao, les gens. Can't get enough of your love, babe. Girl, I don't know why. Can't get enough of your love, babe. Lord, some things I can't get used to, no matter how I try. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh no, babe. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me?